Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois pour vous ce matin Jean-Philippe Nilor, qu'on ne présente plus, mais qui va se présenter quand même, qui est co-dirigeant de PIA, du mouvement politique, dont nous avons reçu l'autre co-dirigeant, Marcelin Nadeau, ce matin. Co-président. Voilà, co-président. Bonjour Jean-Philippe Nilor. Bonjour, alors, bonjour Carl Paolo. Et puis... Pour les très rares électeurs de la circonscription du Sud qui ne te connaîtraient pas, si ça existe, ou de la Martinique, deux mots te concernant. Je suis Jean-Philippe Nilor, j'ai 57 ans. Je suis un militant politique depuis ma tendre jeunesse. J'étais membre du MIM. Aujourd'hui, nous avons créé une organisation politique qui s'appelle PIA, dont le nom est déjà tout un symbole. Et je suis député de la Martinique depuis 2012 et je me représente aujourd'hui en 2022 pour renforcer et amplifier le travail accompli jusqu'ici. Alors, candidat élu député de la Martinique depuis 2012, ça sera donc tu brigues une troisième absolument. Mandature dans une circonscription dont tout le monde dit qu'elle a un enjeu particulier. Est-ce que c'est ton point de vue? Oui, cette circonscription a toujours eu un enjeu particulier. Mais on dira, pour être honnête, que l'enjeu est particulièrement particulier cette année. On va dire ça, mais ce n'est pas une nouveauté. Hein. Pour les plus anciens de nos téléspectateurs et téléspectatrices, on se rappelle des rivalités, des joutes entre Georges Gracian et Victor Sablé, par exemple. Absolument. La circonscription du Sud a toujours été une circonscription très disputée. D'autres entre Marie-Jeanne et André Le Sieur aussi. En fait, ça a toujours été une circonscription très disputée, très scrutée. Mais cette année, elle sera sans doute un peu plus. Un peu plus. Bien. Alors, donc, ces élections législatives viennent après une séquence qui ont concerné les élections présidentielles avec des résultats qui ont été commentés de manière diverse et variée. L'analyse de l'homme politique expérimenté que tu es maintenant, après 2 mandats parlementaires, quelle est-elle? Comment tu interprètes ces résultats? Premièrement, je n'ai pas été surpris de ces résultats. Lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on est au contact avec le terrain, on sent monter les mécontentements et on sent l'orientation, quelque part, du peuple martiniquais. Au premier tour, là où il fallait faire un choix, entre une multitude de candidats, les Martiniquais ont dit assez clairement qu'ils étaient plutôt favorables au programme proposé par le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, de l'Union populaire, pour être plus précis. Et ça s'est fait de manière assez claire, assez précise, dès le premier tour. 53%, c'est suffisamment rare pour qu'on se le rappelle. Dès le premier tour d'une élection présidentielle, où il y a beaucoup de candidats sur la ligne de départ. Et au deuxième tour, je n'ai pas non plus été surpris. Les Martiniquais ont rejeté massivement la politique d'Emmanuel Macron, la vision d'Emmanuel Macron, les actions d'Emmanuel Macron. Et quel que soit le candidat ou la candidate qui aurait été en face, ça aurait été le même résultat. Je fais même le pronostic, on ne pourra pas vérifier, mais si Emmanuel Macron s'était retrouvé en face de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, on aurait eu un score de plus de 80% en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, le piège tendu par Emmanuel Macron s'est refermé autour de la France entière et autour de ce qu'on appelle les Outre-mer. Parce qu'il a tout fait, il a tout mis en place avec une stratégie médiatique bien rodée pour se retrouver face à Marine Le Pen. Tout à fait, oui. Et puis pour appeler à faire barrage, en tout cas personnellement, je n'ai appelé à faire barrage à personne. Très bien. Bien, voilà qui a l'avantage de la clarté. Donc pour toi, ça n'est pas un vote d'adhésion ni au Rassemblement national, ni aux thèses de ce mouvement. C'est simplement, c'est un vote de rejet de Macron. Mais est-ce que ce rejet, en tout cas, est-ce que ce cri ne s'adresse pas aussi quelque part au personnel politique de la Martinique? Absolument.
Absolument. Sur les 3 points, je suis d'accord. Ce n'est pas un vote d'adhésion aux idées de Marine Le Pen. D'ailleurs, je rappelle que le vote d'adhésion, il se fait plutôt au premier tour. Bon. C'est un vote de rejet de la politique de Macron. Et j'ai été surpris de voir beaucoup d'intellectuels ou de pseudo-intellectuels s'offusquer de ce vote en faveur de Marine Le Pen au deuxième tour. Mais en réalité, les gens se souviennent de la souffrance à court terme. Et pendant ces 5 années de législature sous l'ère Macron, le peuple a souffert. Le peuple a souffert partout, il a souffert en France. On se souvient du sort qui a été réservé aux Gilets jaunes. Non seulement la violence policière des interventions, sans aucune mesure avec la légitimité des revendications, mais quelque part toute la répression qui s'en est suivie. Et puis, le fait de constituer toujours des commissions, spectacles, pour donner le sentiment qu'on prend en compte les aspirations du peuple. Tu fais référence là au grand débat. Au grand débat, avec un grand débat, un grand spectacle, où on donne le sentiment qu'on prend en considération les aspirations, alors que dans la réalité, il n'en est rien et qu'il n'y a aucun suivi de toutes ces choses-là. Enfin, avec un peu d'expérience, je commence à sentir les choses, à sentir que, de toute façon, il n'y a rien à attendre d'un éventuel prochain gouvernement sous la houlette d'Emmanuel Macron, parce que ses orientations sont claires. Ses orientations sont celles de servir les proches, de servir ceux qui sont déjà quelque part les plus nantis et de prendre sur les plus faibles, les plus fragiles. Alors ça se fait déjà à l'échelle de la France entière, mais particulièrement, je crois avoir bien compris le personnage. Monsieur le Président de la République a désormais des comptes à régler avec les Outre-mer pour plusieurs raisons. Très bien. Alors, tu es député sortant, oui. Donc je ne peux pas ne pas te poser la question. Quel regard jettes-tu sur la mandature, tu viens de parler, la politique menée, mais sur ta propre action, comment tu étais député sous la mandature de M. Hollande, maintenant tu as ensuite été député sous la mandature du président Macron. Alors, quel bilan fais-tu au moins des 5 dernières années passées à l'Assemblée nationale, de la présence du député Nilor? Le député Nilor a été présent. Et le député Nilor a été surtout actif. Je dois dire, s'il faut comparer honnêtement, ça a été beaucoup plus difficile sous l'ère Macron que sous l'ère Hollande. Parce que sous l'ère Hollande, il y avait quand même un respect de l'Assemblée nationale, un respect du travail parlementaire. Le Parlement n'était pas considéré comme une assemblée de godillots. Dans cette nouvelle mandature, la dernière, sous l'ère de Macron, déjà beaucoup de députés étaient nouveaux et devaient tout à Macron. Donc, il n'était pas question de discuter toutes les propositions du gouvernement. Enfin, je veux dire, le gouvernement donnait des injonctions à l'Assemblée nationale. C'est quand même particulier dans un régime qui est quand même un régime parlementaire en France. Ce gouvernement passait en force et s'est même permis de refaire certains votes lorsque ces votes-là n'étaient pas en sa faveur. Lorsque les députés En Marche, tellement sûrs d'avoir la majorité, étaient restés au lit ou étaient restés un petit peu à la buvette et que certains votes allaient à l'encontre du gouvernement. Enfin, je n'ai jamais vu ça. En 10 ans de travail de parlementaire et 15 ans de travail d'attaché parlementaire, je n'ai jamais vu un tel manque de respect de l'Assemblée nationale et du travail des parlementaires que sous cette ère Macron. Donc, c'était beaucoup plus difficile. La première mandature, j'ai pu obtenir des résultats positifs, oui, comme un certain nombre d'amendements qui ont été votés, parfois à l'unanimité, à l'Assemblée nationale. Et il me revient en mémoire un fameux amendement qui permettait à la production martiniquaise de trouver, grâce sous les étals, des supermarchés, des hypermarchés. Parce qu'on ne peut pas parler de développement de la production martiniquaise et que cette production soit vendue à la sauvette le long de la route ou uniquement dans le cadre de marchés organisés par les producteurs.
Les grandes surfaces, nous avons une multiplication de grandes surfaces. Certains s'en réjouissent comme un signe de développement, d'autres s'en plaignent, mais elles sont là, ces grandes surfaces. Elles sont installées. Et au nom de quoi la production martiniquaise devait rester à l'extérieur, exclue de ces grandes surfaces que fréquentent nos compatriotes. Donc j'ai eu le plaisir, l'honneur de présenter un amendement qui a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale et qui oblige les grandes surfaces à présenter certains quotas, certains pourcentages de production locale dans les étals des supermarchés, des hypermarchés. Et ça a été une belle réussite et particulièrement symbolique, puisque un pays qui ne produit pas, c'est un pays qui est condamné. Et je n'arrive pas à m'y résoudre. Je ne peux pas accepter l'idée que nos enfants, nos petits-enfants seraient des éternels pousseurs de caddies dans des supermarchés, des hypermarchés contrôlés par d'autres, où ne seraient vendus que des produits importés. Et on sait bien, on voit bien tous les scandales qui explosent, qui éclatent aujourd'hui, beaucoup de produits qui sont banalisés chez nous, qu'on nous vend parfois à prix élevé, sont des produits de mauvaise qualité qui peuvent nuire même à la santé. Alors, puisque tu évoques la question de la santé, il y a eu cette pandémie liée à la Covid-19, il y a eu des décisions qui ont été prises à la fois par le Parlement, par l'Assemblée nationale, dans les conditions que tu as rappelées, mais aussi par ce fameux Conseil de défense qui s'est réuni de manière à huis clos, secret. Quelle a été l'action du parlementaire que tu es, jusqu'à aujourd'hui encore, par rapport aux perturbations, aux troubles que ça n'a pas manqué de semer en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, enfin, un peu partout. J'étais peut-être le seul à véritablement monter au créneau contre les injustices et le caractère désastreux de cette politique, de cette gestion de la crise sanitaire, notamment dans ce qu'on appelle les Outre-mer. Je m'attendais à ce que les gros mordants, ceux qui sont les plus emblématiques, on dira, ceux qui sont les mieux élus, mais qui ont une plus longue expérience, montent au créneau, lèvent la tête et disent à ce gouvernement les 4 vérités. J'ai été déçu profondément. À ce moment-là, je me suis dit, même si je suis seul, je n'oublie pas que je suis le porte-parole d'un peuple. Je ne suis pas un agent de communication du gouvernement. Et si mon intelligence, mon intuition, ce que dit et ressent mon peuple n'est pas en phase avec les injonctions du gouvernement, comme l'injonction à l'injection, mais je ne saurais être le porte-parole du gouvernement. Je suis le porte-parole de mon peuple. Alors, il est difficile de parler à une personne qui a plusieurs mandats, parce que tu es aussi conseiller territorial. Absolument. Voilà. Et tout récemment, lors de la dernière plénière, a été votée une motion à l'unanimité, m'a-t-on dit, demandant la réintégration du personnel soignant qui avait été écarté dont le contrat de travail a été suspendu et qui n'a donc pas été payé. Est-ce que ça ne vient pas un peu tardivement? C'est ma première question. Et la deuxième question, pourquoi dans cette motion dont j'ai pris connaissance, il n'y a pas un mot sur le fait que les personnes qui ont été injustement privées de leur rémunération soient payées? Alors, oui, cette motion intervient de manière beaucoup trop tardive. Je veux dire, si on arrive à obtenir l'unanimité sur une question comme ça aujourd'hui, on pouvait le faire il y a bien longtemps. Et c'est quoi? C'est la lune? C'est le soleil? C'est quoi? C'est les esprits n'étaient pas mûrs? Je pense que la maturation n'est pas la même chez tout le monde. D'accord. Et j'en viens à m'accommoder de ça. Certains attendent davantage d'éclairage ou que le vent s'oriente d'une certaine manière pour se positionner. En tout cas, c'est une bonne chose. D'intervenir au moment où les choses sont quasiment clarifiées. Les choses sont claires. Et
elles sont claires parce que c'est le bon sens. À partir du moment où il est prouvé, scientifiquement j'ai envie de dire, parce que ce terme a déjà été tellement galvaudé, à partir du moment où il est prouvé que vacciné ou pas, on peut contracter la maladie, mais on peut surtout la transmettre. On peut développer des formes graves. Où est la légitimité? Où est le bon sens? Où est le bien fondé de ces sanctions à l'encontre du personnel soignant? Mais ça n'a plus de sens. Cela a été établi depuis déjà. Cela a été établi depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Comment expliquer? Comment expliquer? C'est pas une accusation que je porte. Je cherche à comprendre. Non, mais tant que le gouvernement. Comment expliquer que nos élus en Martinique, oui, et j'englobe évidemment les parlementaires, enfin l'ensemble de nos élus, aient été aussi timorés. Voilà. Si je cherchais le mot, tu me l'as pris de la bouche. Tant que le gouvernement assénait des arguties. Vous savez, on a encore le complexe. Quand ça vient du ministère, quand ça vient du président de la République, quand ça vient d'en haut, quand ça vient de conseil de défense constitué de manière opaque, on ne se pose pas de questions sur le caractère démocratique de tout ça. On baisse la tête et on dit Amen. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce qui s'est passé en réalité. La vérité étant supposée venir d'en haut, du pouvoir, de l'élite, de ceux qui savent, de ceux qui détiennent l'information, de ceux qui connaissent. Et nous, on n'avait qu'à se plier, accepter. Moi, je n'ai pas cette vision-là. Moi, je pense que la vérité vient du peuple. Et forcément, aujourd'hui, que même le gouvernement commence à changer son discours, on a bien vu que M. Olivier Véran n'a pas été reconduit. Il avait des positions quand même particulièrement caricaturales et arrogantes à l'encontre du personnel soignant, à l'encontre d'élus comme moi aussi. Et il n'a pas été reconduit. Certains ont vu des signaux peut-être d'un infléchissement de la politique gouvernementale et donc n'ont pas beaucoup de difficultés aujourd'hui à dénoncer des choses ou à revendiquer des choses qu'ils auraient dû le faire depuis longtemps. Moi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas hésité. On ne peut pas condamner des personnes financièrement, budgétairement, des gens qui n'ont commis aucun crime. Enfin, lorsqu'on fait de la politique, mais lorsqu'on vit d'une manière générale, si on commet une faute... Surtout qu'à ces personnes, on leur a demandé d'intervenir au début de la pandémie, sans masque, sans gants, sans rien. On nous a demandé de les applaudir et ils le méritaient bien. Bon. Mais là, lorsqu'on nous demandait de les applaudir, de toute façon, le gouvernement n'avait pas à me demander de les applaudir. À ce moment-là, je les applaudissais de tout cœur. Mais lorsqu'on commet une faute, mais c'est normal qu'on paye. Ça vous fait, ça ouais. Mais là, on ne peut pas commettre en faute. On ne peut pas qu'à payer comme ça. Je veux dire, ces gens-là, ils ont des traites de maison, ils ont des loyers à payer, ils ont des enfants avec des besoins, etc. Il faut vivre, hein. Et lorsqu'on les sanctionne aussi injustement, je ne comprends pas que des élus puissent soit se taire, ou pire, cautionner et culpabiliser ces personnes par rapport à leur refus de la piqûre. En fait, moi, j'ai subi des pressions quand même assez importantes pour dire, comme beaucoup d'autres, à mes compatriotes d'aller se faire piquer. Mais la première chose, je ne suis pas médecin, moi. Et la deuxième chose, c'est que moi-même, je n'ai pas accepté de prendre cette piqûre pour moi. Donc, au nom de quoi je vais aller tenir un tel discours à mon peuple? Je veux dire, je suis partisan de la liberté en la matière, comme dans un certain nombre de matières. Ceux qui veulent se faire vacciner se font vacciner, je n'ai aucun problème avec ça, mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ont le droit de ne pas se faire vacciner, surtout lorsqu'on connaît la vérité scientifique aujourd'hui. Bien. Alors, ça c'est la mandature qui s'est achevée ou qui s'achève. Tu es candidat pour une nouvelle élection. Une troisième candidature. Ça ne fait pas une candidature de trop ou en plus. 3 fois 5, ça fait 15. Ça fait pas... Est-ce que l'un des problèmes que nous avons ici, c'est pas justement le fait qu'on reste longtemps aux mêmes fonctions? Est-ce que ce n'est pas une source de, au moins en partie, des difficultés qu'on rencontre? Et c'est peut-être ce qui explique cette profusion de candidats. 55 candidats, il doit y en avoir 14, je crois, dans le Sud. 3 mandatures, pour moi, ce n'est pas trop. Lorsqu'on mouille sa chemise et lorsqu'on progresse,
lorsque l'on porte la preuve de la réalité de son travail. Ce n'est pas trop. Je veux dire, c'est vrai que la trop grande légitimité à un même poste, ça peut quelque part être contre-productif, oui, mais le caractère trop éphémère non plus peut être contre-productif. Je veux dire, si tous les 5 ans on doit renouveler un député, il n'y aura pas forcément de continuité et de pérennité dans l'action. Un grand pays, les États-Unis, le président des États-Unis fait 2 mandats, il n'en fait pas 3. Ben, il fait 2 mandats, il n'en fait pas 3, mais on voit bien la qualité de certains présidents des États-Unis aussi. Bien, alors, nous allons passer maintenant... Et quand je parle de qualité au niveau des présidents des États-Unis, c'est pas un compliment que je fais à certains. Oui, non, mais j'ai bien compris, hein, j'avais parfaitement... Enfin, je pense que tout le monde a compris que cette qualité était... Non, pour moi, la durée, à partir du moment où on reste dans une certaine limite, c'est pas le critère le plus important. D'accord. Le critère le plus important, c'est l'action, c'est le bilan. Alors, pour cette mandature qui souffre... J'ai envie de parler de mon bilan de la mandature qui vient de se terminer. On en a un peu parlé. Là. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que nous n'avons que 25 minutes. Et j'aimerais bien que... Mais j'irai très vite. Là, nous avons déjà la petite lumière qui s'allume, nous avons encore 5 minutes. D'accord, j'irai très vite sur le bilan de cette mandature. Parce que trop souvent, on a tendance à considérer qu'on doit juger un député sous le temps passé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une erreur. Parce que le député, s'il est un bon député, il doit passer autant de temps dans sa circonscription, dans le pays, à recevoir les porteurs de projets, à recevoir les Martiniquais, les administrer, les accompagner, les orienter, les écouter pour pouvoir porter leur voix à l'Assemblée nationale. Donc moi, quand je pars à l'Assemblée nationale, je pars en opération commando. Je viens parce que je suis chargé d'une mission. Non, tu ne viens pas en treillis. Non, je ne viens pas en treillis. Je ne viens pas en treillis, mais je viens dans l'état d'esprit de celui qui va exécuter une mission. Je n'ai pas à passer, comme j'ai entendu dire certains, 3 semaines par mois en France. Non, je répartis mon temps de manière équilibrée entre le temps passé à Paris, à l'Assemblée et dans les commissions, et le temps passé sur le terrain. Parce que si le terrain n'est pas là pour me nourrir, de quoi vais-je parler? Au nom de quoi vais-je prendre la parole? Donc ça, c'est la première chose. Et je dois dire que je suis particulièrement fier d'une avancée, d'un résultat que j'ai pu obtenir malgré l'hostilité du gouvernement. C'est le financement de la reconstruction de l'hôpital de Trinité. Lorsque je suis allé sur le terrain, ce que j'ai vu était effarant. Et lorsque je suis intervenu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mon intervention était précise, carrée, cadrée, puissante. Et à ce moment-là, lorsque la ministre m'a répondu, j'ai compris qu'il n'y avait aucun dossier depuis 2002 pour la reconstruction de l'hôpital de Trinité. Alors que régulièrement, le personnel hospitalier est en grève. C'est une situation qui pose problème depuis des années. Depuis 2002, l'État nous dit qu'il n'y a aucun dossier de reconstruction de l'hôpital de Trinité. Donc, ça a été fait. On a fait diligence. On a mis la pression pour que ce soit fait. Aujourd'hui, le budget a été voté pour la reconstruction de cet hôpital de Trinité et je m'en réjouis. Et dans la lignée du Ségur de la santé, on en a profité pour la réhabilitation de l'hôpital du Saint-Esprit, des Trois-Îlets, du François, du Marin, etc. Et je dois dire que dans un contexte où le gouvernement ultralibéral de Macron, qui n'est pas porté spécialement sur les questions de santé, parce qu'ils ont fermé des lits d'hôpitaux en pleine crise, dans ce contexte d'hostilité, c'est une belle prise que ces résultats très positifs sur la santé. Donc je préfère juger sur ça plutôt que sur le nombre de projets de loi, comme trop souvent on a tendance à considérer comme le critère pertinent pour juger le travail d'un député. Au-delà de tout ça, si tu permets, juste au-delà de tout ça, je suis allé au-delà. J'ai pris avec un certain nombre d'amis des initiatives, notamment celle de favoriser l'implantation d'ophtalmologues dans le sud de la Martinique au Marin. 2 chirurgiens ophtalmos de Hollande et du Suriname que nous avons fait venir en Martinique dans un premier temps pour qu'ils voient la Martinique, pour qu'on leur propose des locaux et qui ont accepté de venir. Pourquoi? Parce qu'on est dans une désertification médicale qui pose problème réellement. Il y a des enfants aujourd'hui qui ratent une année scolaire
parce qu'ils ont des problèmes de vue. Il y a des personnes qui sont en train de devenir malvoyants ou non-voyants parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je consulte un ophtalmologue au Marais. Alors, le député que je suis a permis l'implantation de ces ophtalmologues et qui sont déjà, depuis, saturés. C'est dire l'acuité du problème qui se pose justement, chez mais nous. c'est pour ça. Alors, comme l'émission va s'achever, ce serait bien que tu puisses conclure en esquissant quelques points saillants, pas tous, de ce que tu souhaites faire si tu es réélu à l'Assemblée nationale. Quels sont les axes majeurs que tu vas vouloir porter à l'Assemblée nationale? Les axes que je vais vouloir porter, c'est ceux que j'ai toujours portés. La question de la vie chère, elle est vraiment fondamentale aujourd'hui. Et je suis favorable à un blocage des prix des produits de première nécessité. On ne peut plus continuer dans cette voie. Toujours dans l'idée de revaloriser le pouvoir d'achat de nos compatriotes, moi je suis favorable et je porterai l'idée, pas forcément à travers un projet de loi, mais ça peut être à travers des amendements dont on ne parle pas suffisamment. Les amendements peuvent modifier un texte. Un SMIC outre-mer. Parce que s'il y a une réalité de la vie chère outre-mer, avec le SMIC hexagonal permet déjà difficilement de vivre. Imaginez le SMIC outre-mer alors qu'on a plus de 40% de vie chère. Donc quelque part, il n'y a pas d'égalité réelle par rapport au pouvoir d'achat. Donc je vais porter aussi cette idée. L'idée de revaloriser les pensions agricoles, notamment et les retraites d'une manière générale. En 2017, le 3 février, nous avons voté à l'unanimité, j'étais des 17 députés qui ont fait cette proposition de loi, de porter le minimum des retraites agricoles, notamment dans les Outre-mer, à 85% du SMIC. Ça a été voté à l'unanimité. Ça a été l'une des premières mesures prises par M. Emmanuel Macron à son arrivée quelques mois après à la présidence de la République de reporter sine die l'exécution de cette mesure qui était pourtant votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Donc nous allons repartir de ce combat. C'est pas normal. On ne peut pas accepter dans un pays qui se dit développé que des gens perçoivent 200, 300 euros de retraite après une vie de labeur. Donc ces combats-là, nous allons les mener. Nous allons continuer de mener le combat pour la reconnaissance de la réparation, l'exigence de réparation par rapport à l'empoisonnement de nos sols, de nos terres, de nos corps, à la chlordécone. Nous allons continuer de mener le combat et à titre d'exemple de réparation pour le développement d'une filière sport-santé en Martinique. Le sport est aujourd'hui reconnu comme un médicament et nous avons développé, et dans le cadre d'un rapport parlementaire, justement on parle de bilan de travail parlementaire, j'ai produit un rapport parlementaire sur le sporticament et sur les vertus du sport. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la pratique d'un sport, lorsqu'elle est bien dosée, permet à certaines personnes atteintes de cancer, mais de diabète, d'obésité, d'hypertension et autres maladies chroniques d'aller de manière beaucoup plus radicale vers la guérison. Le sport, bien dosé, bien ciblé, peut être plus efficace encore que toute forme de chimiothérapie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la haute autorité de santé qui le dit. Donc, la Martinique, terre de champions, mais aujourd'hui, terre de malades. Terre de personnes contaminées, doit pouvoir devenir un territoire d'excellence et d'attractivité en matière de sport-santé. Enfin, tous ces sujets, tous ces domaines seront poursuivis avec acharnement de ma part. Et je dis au peuple martiniquais que vous avez pu voir, vous avez pu entendre, et vous avez pu vous faire un jugement que je crois aujourd'hui bien autorisé pour aller voter à l'occasion de cette élection. Alors bien sûr, il y a face à moi quelqu'un qui est un monument de la politique en Martinique. Quelqu'un qui a déjà beaucoup fait pour la Martinique. Tu fais allusion à Alfred Marie-Jeanne. Alfred Marie-Jeanne notamment. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup donné à la Martinique. Mais tant fait tant quitté tant. Il faut savoir aussi tourner la page. On a un temps pour donner, puis un temps pour se reposer, et peut-être observer et se réjouir peut-être des fruits de son travail de formation. Enfin, je veux dire, un professeur ne peut pas avoir comme objectif obsessionnel de tuer son élève. Il doit être fier de la réussite de son élève. Eh bien, je crois que ce sont les mots de conclusion. Je te remercie. Moi aussi. Pour être revenu sur nos antennes. Bon moment de plaisir. Et je remercie les téléspectatrices et téléspectateurs de la TV d'avoir bien voulu suivre ce moment de partage et d'avoir prêté de l'attention
à nos échanges qui seront naturellement, qui feront le chemin que ça doit faire dans leur tête. Et puis, à tous, ce qui est important, c'est de se déplacer et d'aller voter. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci.